Welcome to your next Sonic Rush. Welcome to your next Sonic Rush. This is Afterline. Afterline. The backstage of sound on Mira Radio. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, un acteur majeur dans la scène électro en Tunisie. Il continue à travailler à l'international, même si il est moins présent ici. Vous vous souvenez sûrement des posts où on compare les line-up de 2007 jusqu'à 2009. Là, en grande partie, c'était lui qui a fait venir ces artistes-là. Ici, c'est Afterline, c'est Mira Radio, et on reçoit Jean-Michel Bensel. Mohamed, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Et merci de m'avoir invité à Afterline. Avec plaisir mon ami. Avant de parler de tous ces grands noms que tu as fait venir, comme Tiesto, Sacha, Joachim Garraud et beaucoup de grosses pointures à l'international, raconte-nous comment tout a commencé pour toi. Est-ce que c'était le booking ou c'était autre chose? Je n'ai pas commencé en tant que booker ou agent artistique en Tunisie. J'ai fait mes débuts en 1996 comme producteur-distributeur de disques vinyles. D'accord, en tout cas, il n'y avait que les vinyles dans les discothèques. Les vinyles discothèques, je faisais aussi donc les CD originaux et les DVD, donc qu'il n'y avait pas à l'époque en Tunisie. Sachant que j'étais DJ avant, je suis tout le temps resté dans le nightlife. Et un jour, je me suis dit pourquoi je me lance pas dans la production, distribution de disques vinyles. Parce que quand je venais en vacances, quand j'étais DJ, je ramenais tout le temps avec moi 200, 300 vinyles et qui se vendaient en 48 heures. Tu as eu le déclic et tu as commencé après. J'ai arrêté le DJing et j'ai commencé à travailler avec International Records, qui était le leader de la production du vinyle en Europe, qu'ils avaient la plus grande presse en Italie. Et j'ai débuté tout doucement. Et comment tu faisais tu fais le tour des discothèques? J'avais une tournée mensuelle, parce que je ramenais tous les mois donc les nouveautés qui sortaient. Et je ramenais même des disques qui n'étaient pas encore sortis à la Fnac, c'était des imports. Et je vendais, à l'époque, de Tabarka à Gergis. Les discothèques, les hôtels, beaucoup de particuliers aussi qui adoraient la musique et qui faisaient du DJing chez eux. Et j'ai fait ça jusqu'en 2001, quand sont apparus les platines CD. Donc les vinyles, ils ont pris une claque, ce qui est tout à fait normal. Et les CD originaux ne sont pas demandés comme... Non, parce qu'un CD original... À l'époque, il se vendait entre 40 et 60 dinars et tu avais un CD piraté le même à 10 dinars, même moins. Donc tu as décidé de... Donc il fallait que je change de cap. De cap, pas de carrière parce que tu restes non, encore pas de dans carrière la musique. parce que j'ai tout le temps vécu dans le nightlife et je resterai tout le temps dans le nightlife. Et en discutant avec des gérants de discothèques à l'époque qui étaient très friands du Queens parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants à Paris, donc tout le monde parlait du Queens, du lundi soir, la fameuse soirée disco, et le week-end il y avait de très 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 bons résidents qui étaient producteurs avec un des gérants du Maximum. D'ailleurs je peux le dire, il s'appelle Oussama Bourné. C'est lui qui a fait le déclenchement avec moi du DJing, on va dire, en Tunisie. Du DJing international. International, tout à fait. Et à l'époque, ils étaient friands de Antoine Clamaran, qui avait un tube qui s'appelait Clap Clap, qu'on entendait partout. Et il m'a dit, pourquoi on ne fait pas venir Antoine Clamaran en Tunisie? C'était le commencement de la scène électro en Tunisie. C'était le 28 février 2001. Et en même temps, on avait booké, pour avoir une com vraiment originale, Jean-Édouard du Loft, qui mixait à l'époque le 29 février. Et c'était au Maximum, chez Mohsen Miden, Ouais. avec qui j'ai commencé ma carrière en Tunisie, on va dire, à l'époque. Donc ta carrière, tu l'as commencé ici en Tunisie? Tout à fait. Tout à fait. Mon premier booking, c'était avec le Maximum. Et le guest, c'était Antoine Clamaran. Et le deuxième guest, deuxième soirée, c'était Jean-Édouard. C'était comment? Pour moi, Ouais. pour être honnête, c'est l'une des meilleures soirées qui a été faite en Tunisie. Inoubliable. En 2001. Le 28 février, Antoine Clamaran, il a mis le feu au vrai sens du terme en Tunisie. Et c'était le déclenchement d'une nouvelle ère. Tout à fait, je pense.
Parce que Tout à il y a eu une période, et je me rappelle, il y avait des artistes incroyables, des grosses pointures comme Tiesto, Armin van Buuren, Bob Sinclair, David Guetta, qui venaient en Tunisie. Ils sont tous venus. Ils sont tous venus. Carl Cox, John Digweed, Ouais. Deep Dish, ça veut dire Dubfire et Sharam. On n'a pas fait Deep Dish, mais on a fait venir Dubfire, Sharam tout seul, Behrouz, Dean Coleman à l'époque. Et les déclencheurs, c'était en 2001, le Maximum et le Calypso. Comment tu expliques que ça a été possible à ce moment-là, même après 2001, les années 2005, 2006, jusqu'à la Révolution, il y avait tous ces noms-là. Comment tu expliques cette époque? Comment tu te rappelles? Parce qu'il y avait une grosse demande des clubbers. Et il ne faut pas oublier qu'à partir de 2005, la Tunisie a été classée 5e mondiale dans le clubbing. Ah bon? Ah oui, Ça, pendant 2-3 ans. On était classé 5e destination du clubbing dans l'international. Et c'était Tous grâce les à ces DJ noms-là. du monde, des noms et d'autres noms, tous les DJ qui étaient dans l'international connu, ils sont tous venus en Tunisie. Que ce soit par moi ou d'autres bookers. Mais ils sont tous venus. Il y avait quoi de spécial en Tunisie pour que ça cartonne et ça devienne une destination clubbing internationale? Le clubbing dans l'international, il marche et il marchera tout le temps. Quand tu ramènes des gros noms. Et les promoteurs et les patrons de clubs de l'époque, ça, ils l'avaient compris. Et les clubbers étaient friands de ça. Moi, je connaissais des jet-setters tunisiens qui allaient tout le temps à Ibiza. Et ben, ils allaient plus. Pourquoi? À l'époque, parce que les DJ qu'ils allaient écouter, ils venaient en Tunisie. Et même, je me rappelle, il y a des concerts qui, les gens prenaient des billets d'avion pour venir en Tunisie, spécialement pour cet artiste. Le 6 août 2008, il y a eu un méga concert, et qui est le seul méga concert qui a été fait en Tunisie, avec qui j'ai travaillé cet événement. Moi, j'étais booker, hein, j'étais pas organisateur. C'était Sensation Events et le Maximum. D'accord, le seul méga concert DJing. DJing. Parce qu'il y avait Michael Jackson avant. Non, ça c'est du live, ça n'a rien Ouais, à voir. ouais. Mais pourquoi ça a été marqué? En line-up déjà, il y avait Tiesto, Laurent Wolf, Avec No Stress. avec No Stress et Behrouz, que les Tunisiens adoraient, que je bookais très très souvent en Tunisie. Je m'en souviens très très bien. Ils avaient prévu 7500 entrées. Il y a eu 12 000 personnes. 12 000 personnes Oui. pour Tiesto et Pour Tiesto, Laurent Wolf. C'est la méga soirée qui n'a jamais été faite en Tunisie, je peux le garantir. J'y étais de toute façon. Je me rappelle de la campagne promo pour ce concert. J'étais petit à l'époque. Hein. Ouais. J'avais C'est pas- vrai qu'ils ont mis le paquet. Ouais. Les promoteurs, ils ont mis le paquet. Bon, c'était des professionnels. Donc, ils savaient très bien qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Il faut savoir que il y a eu des réservations d'Algérie, du Maroc, de France, d'Italie. Et on a été surpris du nombre de clubbers qui sont venus. C'est 12 000 personnes. Le président, le lendemain, nous a appelés pour nous féliciter. Le président. Oui, tout à fait. Parce que c'est l'image de la Tunisie. Bah, c'est l'image de la Tunisie. 12 000 personnes. La soirée s'est super bien passée et tout le monde était content. Que ce soit les artistes, les clubbers ou les promoteurs. Et les artistes, est-ce que c'était difficile de les convaincre pour venir en Tunisie Non. ou bien au contraire, ils étaient curieux de jouer ici? Non, parce que déjà, nous avions un historique depuis 2001. Parce que de 2001 à 2008, tout le monde est passé pratiquement. Pour moi, c'était pas difficile de les booker. Parce que j'avais un historique et surtout les agences, je travaillais avec elles depuis des années. Voilà, tu as réussi à faire entre-temps un historique très important avec les agences management. Et je me rappelle, on disait ça avant de te connaître, que les agences booking, lorsqu'ils reçoivent un booking en Tunisie, ils vérifient avec toi. C'est vrai, ça m'est arrivé souvent. Mais j'ai tout le temps fait le nécessaire pour que ça passe. C'est mieux que ça passe. C'est mieux pour tout le monde. Ouais. La concurrence, ça fait avancer. Alors, Michel, aujourd'hui, on sent que cette dynamique s'est ralentie, voire même arrêtée. D'après toi, pourquoi?
Qu'est-ce qui a changé? Ça fait 5-6 ans que c'est vrai, j'ai arrêté de booker. C'est pas que j'ai arrêté de booker en Tunisie, mais il n'y a plus de demandes. Il n'y a plus les promoteurs avec qui je travaillais avant. À part maintenant, il en reste un ou deux. Hein. Le Calypso, par exemple, c'est des gens avec qui tu peux travailler aveuglément. Ce sont des professionnels, puis c'est des vieux de la vieille. Il restait le Calypso. Avant, je me rappelle, c'est le même jour, ils révèlent leur line-up. Le Bora Bora et le Calypso. Et moi, je travaillais pratiquement avec tous les gros clubs à l'époque. Que ce soit à Tunis, Sousse ou Hammamet et même Djerba. Il faut savoir qu'à cette époque-là, personnellement, hein, sans parler des autres bookers, l'été, j'avais minimum 3 artistes par semaine. Je dis bien minimum. Je compte pas les plages et autres. L'hiver, c'était 2 bookings par semaine. Bah, c'est pour ça que nous étions classés 5e mondial. C'était impressionnant le travail qu'il y avait dans le nightlife en Tunisie. Il n'y avait pas de saison éphémère. Il y avait toute l'année. Toute l'année, on travaillait. On travaillait, on fait... Les patrons qui avaient leur club l'été faisaient des événements l'hiver. Ils louaient des clubs ou des salles d'hôtel. Puis c'était des gros événements. Pourquoi? Parce qu'on ramenait quand même de gros artistes. Est-ce qu'il y a un problème d'infrastructure, de budget ou de volonté? Quoi exactement? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de facteurs. Le facteur principal, déjà, c'est le change. Ce n'était pas le même change. Après, il faut être réaliste. Les lounges, ils ont un peu tué le nightlife. Du clubbing, je parle. Et dans le monde entier, hein, pas qu'en Tunisie. Et ce qui a été dommage, c'est que ils sont pas restés dans la lignée de faire de gros artistes. Dans l'événementiel, plus tu ramènes un gros artiste, plus ton événement, il va réussir. Bien sûr. Mais tu veux faire un événement avec 10 000 euros et gagner 100 000 euros, non, ça, c'est pas possible. ça n'existe pas. Et ça, malheureusement, dans le monde entier, il y a beaucoup cette tendance-là. Et c'est pour ça que les promoteurs, ils font 2-3 événements, après tu n'en entends plus parler. Et ils trouvent pas leur camp. C'est impossible. Quand tu fais 3-4 événements par an, par exemple, tu es promoteur, et tu mets un budget, on va dire, de 10 000 euros. Donc ça fait 40 000 ou 50 000 euros. Pourquoi tu fais pas un événement avec 40 000 euros? C'est le cas... Et c'est plus rentable. Tu fais un seul événement, tu ramènes un gros nom, les sponsors peuvent te suivre, parce que tu as un gros nom. Au lieu de faire dans un lieu d'une capacité de 500 personnes, eh ben, tu prends une capacité de 4 000, 5 000 personnes. On parlait de Madonna au Rio. C'était un concert gratuit pour tout le monde. Gratos. C'est plus que ça. Les 2 concerts qu'ils ont fait à Rio, donc Madonna et Lady Gaga, il faut savoir que c'est la ville qui a organisé. C'est pas un promoteur. Ils sont en pleine crise économique. Donc il faut relever un peu la crise économique. Et qui est-ce qui relève la crise économique rentablement? C'est l'événementiel. Attention, l'événementiel, c'est très large. C'est pas que les DJ ou que le live. C'est très, très, très large. Et là, la ville, elle a compris qu'en ramenant ces 2 artistes, on parle de 7 millions d'euros, là. Hein, 7 millions d'euros? Oui, entre Madonna et Lady Gaga, c'est 7 millions d'euros. Les 2. Sachant que le concert, si mes souvenirs sont bons, le premier concert de Madonna, c'était 1 500 000 personnes. Et Lady Gaga, c'est 2 millions. Parce que là, ça fait le buzz dans le monde entier. Dans la ville de Rio, ils ont fait ça sur la plage de Copacabana. Si tu te bases sur minimum $50 par personne, 3 500 000 personnes à Rio de Janeiro pour un concert public avec une dépense minimum de $50. Pour les boutiques et pour une dépense pour la ville. Pour la ville. Voilà. Parce que c'est la ville, je te le répète, qui est le promoteur, qui est l'organisateur de ces 2 méga concerts publics gratuits. C'est intelligent, c'est une stratégie Ils ont intelligente. tout compris. Oui, ils ont tout compris. Bah, c'est la stratégie du Maroc et de l'Égypte. En parlant de Moyen-Orient, toi tu bouges au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe, tu es actif dans ces pays-là. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Michel, au Moyen-Orient et en pays du Golfe? Qu'il faut investir sur l'artiste, ça tu le couperas hein, quand... Qu'il faut investir sur l'artiste pour réussir l'événement. C'est pour ça que le Maroc, on parle du festival de Mawazine, ce sont que des têtes d'affiche. En Égypte, quand ils font des concerts,
ils font que des têtes d'affiche. Sachant qu'en Égypte, c'est 2 concerts minimum par semaine. Full, oriental ou occidental. Je dis bien par semaine, pas par mois. C'est 20 000, 30 000, 40 000. L'été, entre Cairo, Nord Coast et Sharm el-Sheikh, c'est 3-4 concerts par semaine. Mais avec des gros noms. Là, mes dernières demandes pour l'Égypte, pour que tu aies une idée, c'est Ed Sheeran, Jennifer Lopez et Kylie Minogue. Pour que tu aies une idée de l'ampleur. Et ça, ce sont des promoteurs privés. Ce n'est pas l'État. Et en Égypte, ils sont très très forts dans le corporate events. C'est énorme ce qu'ils font. J'allais te dire pourquoi tu es plus concentré sur ces pays-là et tu m'as déjà Parce que répondu. je travaille par rapport à la demande. Moi, la Tunisie, je n'ai pas malheureusement, je n'ai pas ces demandes-là. Alors que je pense que la Tunisie a besoin d'un tremplin similaire. Et Il faut qu'il ramène vraiment de gros artistes qui fassent un concert au vrai sens du terme comme Michael Jackson. Tu peux me citer des noms que tu as, des demandes maintenant En Tunisie ? Non. Non, j'en ai pas. Dans des autres pays. Dans le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, en ce moment, il y a Katy Perry, qu'on me demande très souvent. Dua Lipa, on me le demande très souvent aussi. En DJ, c'est Martinez Brothers, Sex Rustler, Black Coffee, aussi, il est très demandé. Vanko, que j'ai ramené samedi dernier au Calypso, où c'était une amazing party. C'était un truc de fou. Donc tu as les deux. Tu as des demandes pour des artistes live et des DJ. Exactement. Et j'ai même aussi des demandes pour des comédies musicales pour kids. Comme Disney. Comme Walt Disney, par exemple, et autres. Tu vois, en ce moment, Hello Kitty, ils ont sorti une nouvelle comédie musicale qui cartonne partout dans le monde. C'est pour ça que je t'ai dit, l'événementiel, Mohamed, c'est très large. C'est pas que les DJ et que le live. Il y a beaucoup de choses. Et c'est pas possible quand on a réussi à un moment à ramener Michael Jackson et tu as réussi à ramener beaucoup d'autres artistes en Tunisie. Et je sais très bien que tu as essayé de ramener un artiste mainstream. Un artiste mainstream en Tunisie. Parle-moi de cette expérience, comment c'était passé? J'ai eu 2 mauvaises expériences, pas qu'une. Et avec le même artiste. Le même artiste. Qui était Shakira. Shakira en Tunisie. En Tunisie. J'avais le hockey de l'artiste. Le contrat était prêt. Et à l'époque, un ministre a refusé, sans citer de nom, a refusé de nous donner le stade d'Oradès. Pourquoi ? Parce que le promoteur qui devait payer, qui prenait en charge, en fin de compte, le concert de A à Z, c'était une marque d'alcool, sans la citer. Rien que c'est pour ça. Ça a été annulé à cause de ça, pas autre chose. Ce que j'ai trouvé bizarre. D'accord. Shakira en Tunisie annulé parce que le sponsor est une marque d'alcool. Voilà, c'était ça, malheureusement. Et ma deuxième expérience, donc avec Shakira aussi, qui n'est pas très vieille. J'étais en réunion avec quelques cadres tunisiens pour autre chose. Ça n'avait rien à voir avec Shakira. Et j'entendais qu'ils parlaient de leur budget international pour la communication du tourisme, qui est quand même assez énorme. Donc, j'ai assisté à ces stands qui faisaient, puis ces conférences en France, bien sûr. C'est bien, je vais pas dire le contraire. Mais pourquoi vous faites pas un événement en Tunisie ? Ils m'ont dit, explique-toi. Je fais, moi, je peux avoir Shakira, qui est tout le temps demandé jusqu'à ce jour, en Tunisie ou n'importe quel pays arabe. Je peux avoir Shakira à un certain montant. On peut le faire au stade d'Oradès. Qui n'a rien à voir par rapport à leur budget. Ah non. Moi, c'était un petit budget que je demandais par rapport à... Non, leur budget était énorme. Le budget communication internationale, c'est pas petit quand même. On va pas donner le chiffre parce que on n'est pas là pour ça. Mais j'avais demandé un petit budget par rapport à ce qu'ils avaient qui allait retourner avec la vente de billetterie. On peut pas gagner d'argent. Toi, tu as besoin d'un ambassadeur ou une ambassadrice. Pour que ce concert soit médiatisé. Dans le monde entier. Ouais. Sachant que Shakira ou autre big star à ce niveau-là, c'est minimum 3 millions de vues par jour sur leurs sites sociaux. Je dis bien minimum 3 millions de vues.
si tu arrives à Celui qui produire n'a jamais entendu parler de la Tunisie, il entendra parler de la une Tunisie. vidéo du full concert Non, moi je parle avant. avant et après. Avant, parce Et que la tu vas faire la communication minimum 3-4 mois avant la date du concert. Et Donc déjà, d'accord. Shakira, c'est du sold out. C'est du sold out et je parle de la communication post-event. Exemple, Whenever, live en Rades Tunisie. Voilà. C'est de la promo. Et c'est pour ça que j'ai donné cette idée-là. Et en plus, tu as un retour financier. Ouais. Je Un parle retour pas- sur Je investissement. ne parle pas de sponsoring et de merchandise. Hein. Ça, nous, on appelle ça chez nous du gras. Parce que Shakira, les sponsors vont suivre et vont payer. Mais ça, c'est pas le problème. On fait un concert médiatisé dans le monde entier. Voilà ce que j'ai proposé, avec un retour financier. On ne cherche pas à gagner de l'argent. À l'époque. Et si on s'inspire de l'expérience qu'on a parlé de Rio, tu peux le faire gratos, Et bien sûr, tu peux. sans billetterie. Inspire-toi sûr, tu peux de l'expérience de Rio de Janeiro et fais-le gratos pour tout le monde. Et on a beaucoup d'endroits. Il y a un endroit stratégique et qui lui ferait aussi beaucoup de bien. C'est Hamed Sud. Où exactement? La Croisette. C'est énorme, c'est long la Croisette. Même pas imaginer la capacité. Énorme, Énorme, oui, énorme. énorme. Il faut savoir qu'au Maroc, le festival de Mawazine, vu que tu parles de ça, c'est 9 jours où tu trouves des événements publics et gratuits de partout à Rabat. Et un événement ou 2 événements payants le soir avec des têtes d'affiche. Sais-tu combien de personnes par jour il y a au festival de Mawazine? Officiel, hein? Le budget. Non. Combien de personnes? Combien de festivaliers? Combien de festivaliers? D'accord. 250 000 personnes par jour. Je On veux peut pas le faire dire, en mais Tunisie. hein. c'est plus que la capacité de notre méga amphithéâtre. Tu vois, non, là, c'est notre dimension. Là, on parle de rues, de quartiers. Enfin, pourquoi j'ai parlé de Hamed Sud? Parce que la croisette de Hamed Sud, tu peux faire des événements comme au Brésil. Et c'est accessible pour tout le monde. Et c'est... Bien sûr, c'est gratuit. Ouais. Voilà. Mais quand tu veux rentrer, si tu veux de la rentabilité, tu peux faire 1 ou 2 soirées avec billetterie, avec des têtes d'affiche. Voilà ce que je proposerais que la Tunisie réfléchisse à faire. Les Marocains, c'est très bien ce qu'ils font. Les Égyptiens, c'est très bien ce qu'ils font. Mais nous, on peut faire pareil ou mieux. Et intelligemment, pour commencer, tu peux faire avec un petit investissement, un petit budget. Il faut commencer petit, comme le festival de Mawazine, il a commencé petit. Maintenant, on parle de 12 millions d'euros artistique. En parlant d'artistique et d'inspiration, vous allez choisir 3 morceaux, tes 3 meilleurs morceaux que tu veux écouter et pour nous faire la sélection de Afterline. Maintenant, nous allons écouter Afterline Sélection avec Jean-Michel. Afterline Selection. Alors, la sélection de Jean-Michel dans Afterline Sélection. Pourquoi tu as choisi ces 3 tracks? Music is the Answer, donc de Maestro Dani Danaglaya. Il a marqué la house. C'est un morceau, entre parenthèses, que les plus gros DJ au monde jouent encore. Oui. Et moi, j'adore. Dans ma playlist, j'ai déjà la cappella de Music is the Answer que je fais jouer parfois dans des soirées. Comme font pratiquement beaucoup de DJ, tu vois. Et à l'époque, je m'en souviens très bien, c'était l'une de mes plus grosses ventes En vinyle. en vinyle. Je l'ai vendu, mes souvenirs sont bons, je crois, juste en Tunisie, 200 exemplaires. Juste en Tunisie, hein, ce qui est énorme. Et oui, j'ai dû faire les 200 exemplaires de ce fameux titre. D'accord. Et après, le deuxième track, Calvin Harris, Calvin Harris. parce que j'ai beaucoup de souvenirs. Il me rappelle beaucoup de bons souvenirs. Et le dernier track que j'ai choisi, donc Miss Pédigou, c'est que te fait danser, te fait vibrer à n'importe quelle heure. Elle a déjà parlé qu'elle a inspiré un peu du mood de ATB. Tout à fait. Mais en base rythmique, c'est autre chose. Oui, bien sûr. Elle est très forte. Ouais, elle est Elle est très très forte. C'est une très bonne productrice et une très bonne DJ, qui est un peu chère. Est-ce qu'on peut savoir à combien elle est Tu Peggy fais Goo une offre minimum à 100 000 euros. pour Peggy Goo? Ouais. Elle est venue à Dubaï dernièrement pour 400 000 euros. 400 000 euros. Oui. Pourquoi c'est x4? Parce que par rapport à l'infosheet qui remplissent beaucoup de promoteurs, il y avait beaucoup de sponsors, ça joue ça aussi. Quand tu fais une demande dans une agence internationale de booking, quand tu n'es pas connu, tu n'as pas d'historique, donc ils t'envoient un offer form ou on appelle ça aussi un infosheet. Et tu dois remplir plusieurs cases. Sponsor, l'offre, la capacité, la billetterie. Tous ces facteurs joueront après sur le cachet.
En parlant entre-temps de cette époque, l'époque où il y avait beaucoup de DJ, est-ce qu'il y avait un impact sur la scène musicale tunisienne et des artistes tunisiens? Bien sûr, c'est tout à fait logique. Comment? Déjà, on va dire qu'ils prennent un peu sur l'expérience professionnelle de l'artiste Donc ça- étranger. Et il faut savoir que je connaissais tous les DJ en Tunisie. Et quand je dis bien tous les DJ, du nord au sud. Et une chose, un message que j'avais vraiment envie de passer, parce que je pense que tout le monde n'y pense pas, il faut savoir qu'on a de très très bons DJ en Tunisie. Et producteurs. Et producteur, oui. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à la scène internationale. Il y avait la chance du networking. Avant, je me rappelle, j'ai rencontré... D'ailleurs, toi Axel. aussi, tu es un très bon producteur. Merci. J'ai rencontré à l'époque Axel ici en Tunisie, Oui, qui était venu au Pacha. qui était venu au Pacha. Un artiste tunisien avait l'opportunité pour faire du networking. Oui, tout à fait. Hier, après cette interview avec Vanco. j'ai eu l'opportunité de connaître Vanco. Demain, peut-être j'ai un track qui peut ressembler à son style. Je peux l'envoyer et je peux créer des liens. C'est pour ça que avec je te dis que c'est bénéfique d'avoir des étrangers, des artistes étrangers, qui peuvent aussi apprendre sur les Tunisiens. et s'inspirer de la culture. Exactement. C'est dans les deux sens que je voulais dire ça. Parce que moi, je connais beaucoup de DJ en Tunisie, que ce soit la vieille école ou la nouvelle génération, qui sont excellents. Et ils seraient en Europe ou ailleurs, ils casseraient la baraque. Techniquement et oreille musicale. Parlons de toi. Tu as envie de ramener de gros noms encore en Tunisie? Bien sûr. Primo, parce que j'adore mon pays. Secondo, je travaille dans beaucoup de pays arabes. Quand j'ai vu l'évolution, plutôt je vois l'évolution actuelle, et que nous, en Tunisie, on a stagné, ça fait mal au cœur. Parce qu'on a toute la capacité. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour relancer cette dynamique? Je pense déjà que ce soit pour le pays, et surtout pour le pays, les promoteurs ou les investisseurs, parce que maintenant, dans le monde entier, tu as beaucoup d'investisseurs dans l'événementiel, qui n'ont rien à voir avec l'événementiel. Mais ils investissent pour gagner de l'argent. Ils mettent le paquet pour, Ah non, quand ils mettent le paquet, ils mettent le paquet. ils mettent le paquet pour Voilà. avoir du revenu, du Exactement. retour sur investissement. Exactement. Ce qui manque en Tunisie, c'est le déclenchement. Moi, je Comme- l'ai vécu. Comme tu m'as parlé, hein. Comme je l'ai vécu, que ce soit dans les disques ou dans le booking artistique en 2001, quand j'ai commencé, ça fait un boom. Antoine Clamaran a initié Exactement. une nouvelle ère. C'est pour ça que j'ai dit, Antoine Clamaran, il a explosé la Tunisie dans tous les sens. Le premier booking, qui a été intelligent, parce que c'était le DJ préféré des vrais clubbeurs tunisois et qui avaient les moyens, les VIP, même jet-setters, que j'ai connus à l'époque. Et c'est pour ça que je le répète, Antoine Clamaran, le 28 février 2001, c'est une soirée inoubliable dans tous les sens. Dans la musique, le vibe, le concept. Alors, pour être constructif et donner de la bonne énergie Ouais. aux auditeurs, qu'est-ce que tu aimerais transmettre à la nouvelle génération d'organisateurs d'événements ou des promoteurs pour en arriver à ce point-là? C'est très simple. Faites de gros événements ou ne faites rien. Parce que la Tunisie, il faut un déclic. Et je connais la mentalité tunisienne parce que, bon, je suis tunisien, mais j'ai vécu en Tunisie. Donc, je sais de quoi je parle. Quand il y a quelque chose qui marche, tout le monde le fait derrière. Au lieu d'investir dans des line-up moins chers de 1000, 2000 euros, voire 5000, booker des artistes avec tout Des votre- artistes un artiste, actuels un qui seul tapent artiste. dans l'international, qui coûtent tant et fait un événement par an ou 2 événements par an. Et ce qui manque en Tunisie, j'ai pas compris pourquoi encore en 2025 ça n'a pas été fait. Faites un vrai concert avec une big star dans un stade comme Radès par exemple qui prend 40 000 personnes et vous verrez l'impact. Surtout- Je parle pas d'impact financier. Je parle d'impact culturel et pour le pays. Et je sais de quoi je parle parce que je travaille déjà avec des gens qui font ça dans d'autres pays arabes et j'ai vu l'impact qui est énorme. Si tout le monde applique cette vision, comment tu peux voir la Tunisie dans 5 ans? Dans 5 ans, s'ils se mettent au niveau, on va parler de pays voisins, pas d'autres pays, ils se mettent au niveau du Maroc, et artistique je parle, et au niveau de l'Égypte, la Tunisie aura d'agréables surprises, et économiques surtout. Merci Jean-Michel. Merci à toi, Merci. ce fut un plaisir. Merci, on a parlé D'être avec de vous. beaucoup de choses et j'espère bien que ça se réalise. Hein. J'espère moi aussi.
Merci. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Donc aujourd'hui, on avait Jean-Michel à la radio. Suivez Afterline sur Mira Radio.